On a Claudie en ligne sur Bantou. Bon après-midi, Claudie. Allô? Bon après-midi, Claudie Sia. Bienvenue sur Bantou. Merci beaucoup, je vous entends de loin. Mais il y a un écho, mais bon, ça va, voilà. Bonjour, merci de me recevoir, en tout cas, merci, sénateur. Ok. Claudie, dis-nous, pourquoi avoir choisi de faire carrière dans le média et pas un autre métier? Pardon? Je comprends très, Pourquoi est-ce que Claudie a choisi de faire carrière dans le média et pas un autre métier? je crois que depuis déjà mon jeune âge, j'ai des souvenirs, mes parents se sont séparés, j'allais avoir 6 ans, et j'ai des souvenirs de télévision en étant avec mes parents, et j'ai toujours aimé le monde des médias. Et je crois, dans mon inconscient, il y avait l'idée que à travers les médias, on pouvait dire plein de choses, on pouvait faire passer plein de messages. Et moi, j'ai toujours été un enfant bavard, j'ai toujours eu envie de comprendre, j'ai toujours eu envie d'expliquer, j'ai toujours eu envie de m'informer et de partager. Donc, c'était très naturel. J'ai toujours eu une appétence et d'attirance par les métiers de la communication et la radio, la télévision en particulier. Quels ont été vos modèles, Claudie, et les références de choix de carrière? Les références? Oui, les modèles, les gens qui vous ont inspiré. Alors, il y a beaucoup de personnes qui m'ont inspiré, et je crois qu'avant tout, les gens qui m'ont inspiré pour faire ce métier des médias, c'est les gens de ma communauté en réalité. Pourquoi? Parce que lorsque j'étais en âge d'être conscient de ce que je voulais faire, j'ai commencé par la danse déjà, parce que j'étais un danseur professionnel qui a fait une retraite très tôt. J'ai vécu en Italie et travaillé sur les plateaux de télévision. Mais surtout, j'étais conscient dès l'âge de 14-15 ans du monde dans lequel on était et de la position des peuples noirs. Et je pense que même en m'inspirant peut-être, en ayant des références de personnalités du monde de la radio, de la télévision en France, pour le coup, puisque moi je suis né en France, avant tout, c'était les gens de ma communauté qui m'inspiraient, que ce soit les gens que je côtoie, ou des personnes qui ne sont pas des personnalités publiques, monsieur et madame tout le monde que je rencontre dans la rue, en me disant, je dois être celui qui peut porter la voix des peuples auxquels j'appartiens pour pouvoir changer les choses, changer ce monde. J'avais cette prétention-là, et je l'ai toujours. Oui. Et là, Claudie, nous allons vous citer quelques noms. Hein. Vous allez nous dire ce que vous pensez de cette personne. La Marilyn Ampigny. Ah oui, alors, oui, d'accord. Alors, si on rentre dans la famille, oui, Marilyn Ampigny, je dois beaucoup, qui est donc une afro-caribéenne de la Martinique, metteur en scène. Je dois beaucoup parce que c'est grâce à elle que je suis arrivé, si je puis dire, à la radio, puisque je jouais dans une de ses pièces. Alors moi j'ai une formation de chant, danse et comédie, et j'étais dans sa pièce, c'était l'adaptation de Carmen, une version Caraïbe. Ouais. Et j'avais le troisième rôle de la pièce, troisième ou quatrième rôle, je me souviens plus. Et donc quelqu'un m'entend et me dit, mais tu devrais faire de la radio, tu as une voix pour faire de la radio, et on est à ce moment-là en France, au début des radios libres, on est en 83. Oui. Et effectivement, en janvier 84, eh ben, je me lance dans la radio. Mais je suis dans une radio associative et j'ai envie de faire de ce métier de la radio, j'ai envie d'en faire vraiment mon quotidien. Et je me dis qu'il va falloir que j'en apprenne des rudiments. Et c'est comme ça que je me retrouve à Europe 1 et j'apprends mon métier à Europe 1 avec des gens comme Alain Manval, avec Jean-Claude Brialy, qui est des grands comédiens français, la Nouvelle Vague, avec Coluche également. Et c'est comme ça que je commence mon métier. Jean-Claude Brialy. Oui, Jean-Claude Brialy. Oui. Bah, oui, c'est pour ça, c'est de lui dont je parlais. Oui, vous êtes sur Europe 1 avec lui en tant que collaborateur. Oui, alors moi j'étais petit, il faut bien savoir que j'étais petit collaborateur hein, de tout le monde, hein, même durant très peu de temps d'ailleurs avec Coluche, et avec Alain Manval surtout. J'étais un petit collaborateur, moi j'apportais le café, je répondais au téléphone, et ça je parle de ça 85, 86. Mais à ce moment-là,
Je rencontre tout le monde, je rencontre toutes les personnalités, les Yves Morosi, les Serge Gainsbourg, les Jacques Lang, je rencontre tout le monde, quoi. Et c'est un truc exceptionnel pour moi. Je vais au Festival de Cannes, je rencontre des metteurs en scène, des gens que j'aurais probablement jamais rencontrés. Et comme moi, je suis déjà animé de cette volonté de faire découvrir les musiques afro en général, je propose un jour à Alain Manval de rencontrer et d'interviewer dans son émission sur Europe 1 l'un de nos grands musiciens camerounais, qui n'est autre que Sam Thomas. Et si Sam nous écoute, il peut le confirmer. Nous, c'était les premiers, on est en 86, à ce moment-là, il lui donne un concert à l'Eldorado à Paris. Et moi, qui suis déjà un militant dans cette question-là, eh ben, je propose à Sam Thomas d'être aussi sur Europe 1. C'était une première pour lui, et Europe 1 qui ne recevait pas les artistes africains à ce moment-là, quoi. À l'exception des gens comme Touré Kunda, qui était déjà star en France. Oui. Mais sinon, nos artistes de Makossa n'étaient pas reçus, et puis Mano Dibango, évidemment, ça c'est autre chose. Mais voilà, n'étaient pas reçus, les artistes à la mode de Makossa des années 80 n'étaient pas reçus sur une radio comme Europe 1 ou sur RTL, sur France Inter. Claudie, je propose qu'on parle de la génération consciente, l'origine de ce mouvement. Comme je l'ai dit, moi, adolescent, j'ai toujours été un garçon engagé et militant. Et puis, en 1991, lorsque je fais mon deuxième album, j'intitule cet album-là Génération Consciente. Pourquoi? Parce que j'ai avec d'autres afros en France, je crée le mouvement Génération Consciente. Et je leur dis, on doit changer les choses. Donc, on est dans une réflexion sur nous, Français, de nationalité, parce qu'on n'a pas choisi, mais surtout des Africains de la Caraïbe, descendants d'esclaves, dans une position en France où nous sommes souvent relégués, nos identités reléguées, victimes de discrimination et à tous les niveaux de la société. C'est comment est-ce que nous on réfléchit, comment est-ce que nous agissons pour changer les choses en France. Et ça me permet peut-être, sénateur, de dire quelque chose à celle de ceux qui nous écoutent. Lorsque parfois ils s'attaquent aux Noirs français qui n'ont pas choisi d'être français, qui sont français ou parce que leurs parents sont venus et ont donné naissance à ces jeunes-là en France, ou parce que les parents eux-mêmes sont nés en France, et donc il ne faut pas dénier à ces jeunes-là leur nationalité française. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, on est le fruit de la terre qui nous voit naître et qui nous voit grandir. Et ça ne veut pas dire que l'on renie les origines ni des parents, ni ce que l'on considère comme étant le socle de notre identité. Moi, lorsque je me définis comme étant un Africain de la Caraïbe, un Afro-Caribéen de la Guadeloupe, né en France. Donc, je suis né dans ce pays-là, j'ai un accent français, je manie la langue française, j'ai vécu même dans un petit village de Haute-Provence de 95 habitants, il n'y avait que des Blancs. Donc, je suis tout ça, mais le socle de mon identité, c'est mon africanité, et je n'ai même pas besoin de le prouver. Regardez quelle est ma carrière et quelle est ma vie. Donc, l'Afrique représente quoi pour Claudie Serre aujourd'hui? Pour les footballeurs français. Oui, Claudie? Oui. Oui, l'Afrique représente quoi pour toi? L'Afrique, ce qu'elle représente pour moi? Oui. C'est très compliqué à dire. Imagine par exemple que tu poses la question à un Européen, tu lui dises qu'est-ce que l'Europe représente pour toi? Il va dire l'Europe c'est moi, je suis l'Europe. Et moi, en tant que... C'est pour ça que je suis très clair, et moi dans ma famille, ça a toujours été comme ça. On ne s'est jamais posé de question, savoir, mais qui sommes-nous réellement, nous descendants d'esclaves? On ne s'est jamais posé la question. C'est pas parce qu'on a déporté nos ancêtres qu'en nous déportant, nous avons changé de couleur de peau, changé de ce qui est dans nos gènes, dans ce que nous sommes réellement. C'est pour ça que je dis souvent, lorsque je suis en Afrique, venez en Guadeloupe chez moi et vous verrez que les visages que vous verrez, les comportements que vous observerez sont les mêmes que ceux sur le continent. Je dis souvent aux Antillais qui ne veulent pas comprendre et reconnaître leur africanité, je leur dis, allez, venez avec moi sur le continent africain et vous vous direz, mais c'est pas possible, mais ça c'est le gars à côté de chez moi, là, il a le même visage, le même comportement, mais c'est chez nous. Et c'est ça qu'il faut que les uns et les autres comprennent. Je veux dire que l'Afrique aujourd'hui, elle n'est pas qu'en Afrique. L'Afrique aujourd'hui, elle est dans les Caraïbes,
elle est en Amérique du Sud, elle est en Amérique du Nord et elle est en Europe. C'est ça aujourd'hui, nous, on s'est implanté dans l'Europe et ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Si l'Europe n'avait pas été esclavagiste et colonialiste, ce ne serait pas le cas. Donc aujourd'hui, ce territoire européen-là, personne ne peut nous dénier le droit de dire ce que nous avons à dire et de faire ce que nous voulons faire. Et nous, quand nous agissons toujours en pensant à notre continent et en pensant à ce qu'on a pris à notre continent, aux crimes perpétrés à notre continent. Voilà, Claudie, tes engagements politiques et citoyens, est-ce que ça ne vous crée pas des problèmes dans votre vie professionnelle? On a vu très active quand CNN avait publié les images venant de la Libye. On a vu au Cameroun aussi, on a parlé des bavures. Au Cameroun, on a vu cet engagement-là. Est-ce que ça ne vous crée pas les problèmes, Claudie, toutes ces choses-là? J'ai des problèmes depuis que j'ai commencé ce métier. C'est-à-dire, depuis que je fais de la télévision, moi, depuis que j'ai fait de la radio, j'ai toujours parlé de l'histoire du peuple auquel j'appartiens. Sur 86-87, je suis probablement le premier en France hexagonale sur une radio antillaise à raconter l'histoire de l'UPC. L'histoire de l'UPC de la fin des années 50, des années 60, les massacres contre les populations, l'armée française qui bombarde au napalm. C'est pour ça que lorsque de temps en temps sur les réseaux sociaux, les gens disent « Oui, mais Claudie, tu ne dénonces jamais les crimes de la France, tu parles toujours de la malgouvernance des chefs d'État. » Je leur dis « Vous dites n'importe quoi. » J'ai toujours, moi je suis quelqu'un de juste, j'ai toujours dénoncé ceux qui devaient être dénoncés, et ce n'est pas parce que nous sommes noirs qu'il n'y a pas de crime à dénoncer de notre part et de nos erreurs dans l'histoire, et de nos erreurs dans l'histoire et dans l'histoire récente. Donc moi je suis très clair, j'ai toujours eu des problèmes, et puisque de la télévision, à RFI, c'est jamais facile pour moi, il y a toujours des problèmes, il y a des choses que je n'ai pas envie de raconter là, mais même très récemment, en interne, j'ai eu des problèmes avec le syndicat des journalistes au sein de RFI, et puis les gens n'aiment pas mon propos, ils trouvent que parfois j'accuse la France et que je ne devrais pas, quand je parle d'esclavage, quand je parle de colonisation, quand je parle de crimes aujourd'hui perpétrés, quand je parle du rôle de l'Europe, puisque justement tu as cité la Libye, et ce que j'avais dénoncé, et la manifestation que j'avais organisée également à Paris. Donc à la fois j'ai ces attaques-là, et puis, et c'est ce qui pour moi a de pire, c'est lorsqu'on est également attaqué par les nôtres, alors que moi je suis au combat. Moi je suis un humaniste, donc je ne suis pas en train de dire les noirs sont gentils, les blancs sont méchants. Moi je suis un humaniste. Donc je suis auprès de celles et ceux qui souffrent, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur religion. Mais il se trouve que j'appartiens à un peuple qui subit des crimes contre l'humanité à répétition et des discriminations et des ségrégations inacceptables. Donc je défends quand même les miens. Sur l'histoire du Cameroun, mon cher sénateur, c'est quand même extrêmement grave ce qui s'est passé. Je ne me serais jamais permis d'entrer dans cette affaire-là si je n'avais pas la certitude que c'était des soldats camerounais. Je ne l'aurais jamais dit. Je ne serais jamais rentré dans cette histoire-là si la source qui m'a permis donc d'obtenir ces images ne m'avait pas également donné l'assurance de cela. Et puis j'ai pris à peu près 48 heures pour être sûr de ce que j'allais faire et de ce que j'allais dire. Et j'étais vraiment dans la colère. Lorsque sur notre continent, on est capable d'exécuter 2 femmes et 2 enfants, dont un bébé, ça veut dire qu'on appartient à la civilisation de la barbarie. Et donc, moi, je n'ai pas attaqué l'armée camerounaise dans son ensemble, dont je connais le sacrifice de certains soldats contre le terrorisme de Boko Haram. Je connais le sacrifice de jeunes qui n'ont pas les moyens de se battre, qui parfois sont laissés sans nourriture. Moi, je sais, j'ai des témoignages de soldats et qui se battent pour la nation et qui se sacrifient pour la population camerounaise. Donc moi, je n'attaque pas l'armée camerounaise. J'attaque des soldats qui ont commis des crimes et j'ai demandé aux autorités camerounaises de prendre leurs responsabilités. Et j'ai été insulté, j'ai été traité de sale antillais, de descendant d'esclaves. On a menacé mes enfants, on m'a menacé si je venais au Cameroun, on allait me frapper. J'ai entendu les pires choses.
Mais au moment où moi j'entends ça, moi je suis un combattant, comme je l'ai dit, depuis mon adolescence. Je sais que j'ai raison. Donc je pardonne déjà à toutes celles et tous ceux qui m'ont attaqué. Je pardonne à ces journalistes, à ces politologues, à toutes ces personnalités qui m'ont traîné dans la boue. Je leur pardonne. Parce que pour moi, le seul objectif, c'était que justice soit rendue à ces 4 victimes. Et je remercie encore une fois les autorités camerounaises de l'avoir fait. Claudie aussi, hein. Claudie, vous êtes entrepreneur. Parlons de Africa Star. Oui. Pourquoi avoir arrêté ce projet, Claudie? Voilà, Africa Star, encore une fois, même dans le divertissement, les uns et les autres doivent comprendre que mon militantisme est toujours omniprésent. Au moment où on met en place ce concept d'Africa Star, le monde entier chante autour de la nouvelle star, American Idol aux États-Unis, et la Star Academy. Et donc, nous, avec ma société, on nous propose à Charlotte et moi, mon associé, de faire la Star Academy pour l'Afrique. L'opération capote. Et je dis à Charlotte, mais essayons de trouver les moyens pour faire un concept qui soit africain. Pourquoi on sait faire de la télévision? Pourquoi aller plagier, changer ce que font les autres? Faisons notre propre concept. L'Afrique aime trop attendre des autres pour faire les choses. Et c'est comme ça que je conçois Africa Star. Et dans le concept d'Africa Star, il y avait un truc révolutionnaire. C'est-à-dire que même lorsqu'un candidat est éliminé, il peut rejoindre un autre candidat qui poursuit l'aventure pour apporter son expérience à celui qui a la possibilité d'être encore dans la compétition. Et pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça parce que je voulais que les jeunes qui nous écoutent, qui nous regardent, comprennent. Voilà, petit souci avec Claudicia qui était en train de nous parler de Africa Star. On espère que la réalisation va te faire pour qu'on rentre en contact encore avec Claudicia pour qu'il puisse nous expliquer ce qui s'est passé. Et, on apprend aussi que Claudie sera au Cameroun pour le tournage de son émission Couleur Tropicale qu'il a commencé à animer après que Gilles Obligui est mort en 95. Donc, il sera au Cameroun peut-être la fin de cette année, Claudicia. Bon, je pense aussi, c'est pas possible. En attendant, on peut écouter, hein, on va jouer le clip de Claudicia pour essayer d'entrer encore en contact avec lui. Claudie? Voilà. Oui. Allô? Oui, c'est Claudie. On a été coupé. Allô, Claudie? Oui. Oui, oui. Oh, tu nous parlais d'Africa Star. Oui, alors, et donc je disais, pour nous, donc, dans cette compétition d'Africa Star, lorsqu'un candidat pouvait retrouver un autre candidat qui poursuivait donc la compétition, c'était une façon de dire que nous pouvons, même lorsqu'on quitte la compétition, apporter son expérience à l'autre. C'est ça, et c'est le message que je voulais que l'on envoie à la jeunesse africaine, dire que nous devons être solidaires, comprendre que la solidarité, même lorsque l'on perd, eh bien, peut permettre à d'autres d'avoir une expérience plus forte, encore plus grande encore. Et puis, l'hymne d'Africa Star, c'était Africa Unite, revu par nos musiciens, qui était un orchestre d'ailleurs camerounais. On voulait dire Africa Unite. Quoi qu'il arrive, même dans une compétition, nous sommes ensemble et unis. Et vous voyez, et je pense qu'on doit être capable, nous, sur le continent africain, eh bien, de rappeler à quel point la solidarité peut nous permettre de remporter les combats que nous menons pour l'émancipation. Au lieu d'être dans une permanente invective de l'autre, toujours jeter en pâture notre propre frère, toujours être en train de semer la discorde entre nous, au lieu de se dire soyons unis. Et moi je vois certains panafricains qui moi m'étonnent parce que je pense qu'il y a plus d'ego chez eux que de réalité vraiment sincère et panafricaniste. S'ils ne sont pas seuls dans le combat, ils veulent s'attaquer à ceux qui mènent d'autres combats. Remarquez bien une chose, vous n'entendrez jamais Claudicia attaquer un panafricain. En public, jamais vous n'entendrez une critique de ma part. Pourquoi ? Parce que je pense que lorsque l'un d'entre nous, lorsqu'une femme panafricaniste, lorsqu'un homme panafricain mène un combat, fait un pas, c'est le pas que les autres n'auront pas besoin de faire. Si vous l'attaquez, vous l'affaiblissez.
Et ceux qui, comme nous, on se répand sur Facebook, on est les champions de dire tous nos secrets sur Facebook. Eh bien, que se passe-t-il? Ceux qui sont considérés comme étant nos adversaires regardent ça et disent « Regarde-moi ces imbéciles, regarde-les, regarde-les, ils n'ont rien, ils ne sont rien, mais ils se battent entre eux pour des miettes. » C'est là, pour moi, le sens des responsabilités d'un panafricaniste doit être là. Et malheureusement, sur cette question-là, nous avons encore beaucoup de chemin à faire pour être conscient de rôle qui doit être le nôtre. Alors, on va sortir de cette interview avec cette question, Claudie. Peut-être l'avant-dernière question. Concernant votre radio Tropic FM, le litige avec Stéphane, c'est déjà réglé? Oui. Alors. Donc, vous pouvez dire que votre grève de faim a payé? Pardon? Et dit, vous pouvez dire à nos téléspectateurs que votre grève de faim avait payé? Oui, alors, ça a été une histoire extrêmement violente, extrêmement compliquée. C'est l'histoire d'une, voyez, on parlait de panafricanisme, c'est l'histoire d'une trahison. C'est l'histoire d'une trahison, mais comme on en voit que dans les séries américaines, et séries même, parce que je pense qu'un scénariste de talent n'oserait même pas écrire ça. C'est l'histoire d'un projet pour notre communauté. Et un projet pour que notre communauté soit plus forte, pour qu'autour de notre communauté se développe l'entrepreneuriat, se développe la conscience, se développe l'histoire, se développe le respect mutuel, et pour que nous soyons plus forts dans cette France où nous n'avons rien. Et vous avez quelqu'un qui, effectivement, qui s'appelle Mwangé, donc il a un nom camerounais, il est métis camerounais, son papa est camerounais, donc sa maman est française blanche, et d'ailleurs, lui, pour lui, le monde afro de l'Afrique ne l'intéresse pas. Et je vais révéler quelque chose que je n'avais jamais révélé jusque-là, mais comme le personnage se comporte de la façon la plus éhontée, à l'époque, il était encore valide, et il me dit, ah bon, je dois aller au Cameroun pour la première fois, il devait avoir aux alentours de 35 ans. Donc je le connais depuis très longtemps. Hein. Et il me dit, mais bon, le Cameroun, moi je connais pas, je vais y aller 15 jours, je vais voir. Et c'est moi qui lui raconte l'histoire du Cameroun. Je lui raconte, je lui dis c'est quoi le Cameroun, c'est quoi la situation du moment. Je lui raconte puisque moi je sais. Et lui il ne connaît pas le pays de son père, il a grandi avec sa mère, enfin bon, il ne connaît pas tout ça, il s'en fout. C'est pas un militant, il s'en fout des engagements, il pense que les histoires de colonisation et d'esclavage, tout ça c'est rien du tout, c'est pas important, seul compte l'argent. C'est cette vision-là, et je lui raconte. Il est censé partir 15 jours, au bout de quelques jours il revient, il me dit c'est bon, j'ai vu, c'est bon, j'y retournerai plus. Et il n'est jamais, évidemment, retourné au Cameroun. Voilà. Et quand j'ai vu qu'au moment où j'étais en conflit avec lui, il a essayé d'appeler un de ses cousins au Cameroun, que je connais, puisqu'il a été le barman de ses boîtes de nuit, pour lui essayer de faire des choses contre Claude Issard au Cameroun, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment abject, qui n'a jamais aimé ce pays-là. Donc je suis quand même très étonné. Heureusement, les Camerounais ont eu la bonne réaction et ont su qui était qui dans cette histoire-là. Il faut bien comprendre que l'histoire de Tropic FM, c'est un projet de Je Monte. Un projet de Je Monte, donc comme je l'ai expliqué, pour la communauté. Oui. Et je demande à mon ancien réalisateur de RFI, Patrick Lemur, de travailler pour moi, et j'en fais mon associé aussi, de travailler sur tout le côté technique pour monter la radio. Et puis je cherche un financier. Lui avait été attaqué dans une de ses boîtes de nuit, il avait reçu 5 balles dans le corps, lors d'un braquage de ses boîtes de nuit et tout ça, enfin bon bref, il est dans un fauteuil roulant. À l'époque, les gens ne l'aimaient pas parce qu'il se comportait mal avec les gens, il parlait mal avec les gens, il était brutal avec les gens. Et moi, je lui ai toujours conservé une affection très profonde. Et donc, je lui dis, écoute, ça t'intéresserait de partir avec moi dans une aventure radiophonique? Ah, écoute, ok, pourquoi pas, super. Donc, il est content. Ok. Il est le financier. Il me dit, écoute, comme toi, c'est toi qui vas détenir la fréquence, écoute, donne-moi une majorité de parts, comme ça, au moins on crée un équilibre. Moi, je le considère comme mon propre frère. Donc, je lui donne ça. Je lui dis, ok, tout le monde dans mon entourage me dit, mais ne fais pas ça. Ce gars-là a mauvaise réputation, ne fais pas ça. Le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, oui, me dit, avant de m'accorder la fréquence, Monsieur Siard, vous avez dans votre tour de table une personne qui n'est pas digne de confiance. Nous vous conseillons de ne pas la garder. Je lui dis ça. Lui, il me dit non, mais pourquoi les gens pensent que c'est une mauvaise personne, c'est pas vrai, enfin bon, il m'explique ça après, il me donne sa petite indemnisation, comme que c'est tiré dessus, que c'est pas un règlement de compte de voyou.
Et donc, qu'est-ce que je fais? Moi, je dis au CSA, je me porte garant pour lui. C'est celui qui, quelques années après, me trahit lorsque je pars donc pour une mission de délégué interministériel et je lui dis, écoute, je mettrai mon frère à la direction de la radio. Non, fais-moi confiance, je vais mettre ma femme qui est bobonne à la maison et sa femme qui est française aussi, voilà, française, voilà, bon, oui. Elle n'est pas africaine, elle n'est pas antillaise. Et quelqu'un que je connais bien, je l'ai connue elle aussi. Donc c'est quelqu'un que j'aimais bien aussi. Et il me dit, c'est bobonne à la maison. Et quand tu reviens, tu reprends ton truc, évidemment, fais-moi confiance, je le dis. Et je commets l'erreur de lui faire confiance. Lorsque je termine ma mission, lorsque je reviens, il ne veut pas me rendre, il veut garder la radio pour lui. Et je lui dis, moi, tu vois, je suis un descendant d'esclave, et je ne me laisserai jamais faire. C'est pas toi qui m'as volé. La radio aujourd'hui, non seulement, alors il y a eu le moment, cette grève de la faim. Vous savez ce qu'il a fait pendant que j'étais en grève de la faim? Moi, je dormais devant des ascenseurs, par terre, à même le sol. Ça a duré donc une semaine, pendant 9 jours, donc je ne me suis pas alimenté. Vous savez ce qu'il a fait? Non. Il a demandé à son avocat, qui, pareil, des avocats qui ne comprennent rien au monde afro, ils ne sont pas africains, ils ne sont pas antillais. Moi, mon avocat est un noir, parce que je pense qu'on doit faire travailler les nôtres aussi, quand on sait à quel point c'est difficile en France. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ce que je sois expulsé de devant là où j'étais. Il a fait sa fille poster enfin, il a demandé à sa fille a demandé à l'assistante de poster des gâteaux pour se moquer de moi pendant que j'étais en grève de la faim. Les toilettes de Tropic FM sont sur le palier, donc devant les ascenseurs. Il a fait mettre des serrures sur les portes des toilettes pour que je n'aille pas aux toilettes. Alors que lorsque vous ne mangez pas, vous buvez pour que votre corps ne se déshydrate pas trop, eh bien, les chefs d'entreprise des autres entreprises au-dessus et en dessous sont venus me voir en me disant Claudie, tu peux venir utiliser nos toilettes comme tu veux. C'est inacceptable, ignoble ce que cet homme est capable de faire. J'avais, moi, par jour, pendant que j'étais dans cette situation-là, 150 personnes au moins, entre 150 et 200 personnes par jour qui venaient me voir. Et donc, cet homme-là, le CSA, il a été prévu, il a dit, devant mes parts, je pars. Il m'a demandé des millions, comme vous ne pouvez pas imaginer, pour partir, comme quelqu'un qui raquette quelqu'un d'autre pour qu'il récupère son bien. Et Claudie, tu t'es senti trahi par cet ami? Pour en terminer, juste vous dire qu'aujourd'hui, la radio, elle ne fait quasiment plus de chiffre d'affaires, plus de bénéfices, pardon. Si je vous disais, on est parti de chiffres à 3 chiffres aujourd'hui, on n'est plus qu'à un chiffre, on fait plus de bénéfices. Le chiffre d'affaires s'est écroulé de près de 40%. La radio n'est plus la radio de la communauté, c'est-à-dire les gens de la communauté qui veulent construire cette communauté, qui veulent dire les choses telles qu'elles sont en France. Vous connaissez tous les difficultés des Noirs en France. Eh bien, il ne faut pas parler des difficultés, il faut passer juste de la musique, ne rien dire. Les problèmes des Noirs ne sont pas débattus. Les vrais problèmes, je ne parle pas juste des bêtises, je parle de vrais problèmes, les problèmes graves ne sont pas débattus. Les panafricanistes ne peuvent pas s'exprimer sur la radio, on leur interdit. Demandez à des gens comme la Ligue de défense nord-africaine, ils vous le diront. Moi, lorsque le leader m'a apostrophé un jour, il m'a dit oui, on n'a pas le droit de s'exprimer sur ta radio, on me dit de ne pas citer le nom de Kadhafi, de ne pas citer le nom de ceci. C'est ce que fait ce Stéphane Mouangé aujourd'hui avec sa femme et sa fille. Et moi, aujourd'hui, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Je me battrai jusqu'au bout, quoi qu'il en coûtera, mais cet homme-là ne mettra pas à terre l'avenir de la communauté noire en France, juste parce que pour de l'argent pour lui et sa famille. Et d'ailleurs, un jour, il m'a dit pourquoi il a prénommé sa fille Victoria. Un jour, je vous raconterai pourquoi il a prénommé sa fille Victoria. Et là, vous comprendrez pourquoi cet homme-là n'aime pas ni la partie afro qui est en lui, et encore moins l'Afrique. Ok. Claudie, est-ce que c'est... On a eu une information selon laquelle Claudie sera... Qui était Victoria dans l'histoire? Qui porte le nom de Victoria? Et qui était cette personne? Et après, vous comprendrez. Ok. Est-ce que Couleur Tropicale arrive au Cameroun bientôt, Claudie? Oui, je vais venir bientôt au Cameroun, puisqu'on a l'intention de faire une grande opération, Couleur Tropicale et Génération Consciente également. Pour moi, ce que je souhaite, c'est rencontrer les uns et les autres au Cameroun, les jeunes, leur permettre de parler, de dire quel est leur quotidien, quelles sont leurs difficultés. Je souhaite également être aussi
bien en zone anglophone qu'en zone francophone, évidemment, mais en zone anglophone, parce que les jeunes aussi là ont des choses à dire. Lorsque je dis ça, je ne suis pas dans une posture politique, mais il n'y a pas deux Cameroun pour moi, il n'y a qu'un Cameroun. Merci beaucoup, Claudie. Et un dernier mot à tous ces jeunes-là qui ont travaillé avec vous, qui sont en train de vous écouter aujourd'hui. Hein. J'ai juste envie de leur dire qu'ils n'imaginent pas à quel point le Cameroun a été une source d'inspiration pour moi dès les années 80, pour les raisons que j'ai citées, pour les personnes qui ont forgé d'Ernest Wodji à Félix Diobé, de grandes personnalités qui ont forgé mon esprit. Et n'imagine pas comme ce pays est important dans mon histoire personnelle, dans l'histoire de ma vie. Et vous avez la chance d'appartenir à un pays où effectivement les choses sont extrêmement difficiles. Mais ce pays-là, normalement, doit être un phare pour le monde, doit être un phare pour notre continent et doit être une terre de prospérité pour tous les Camerounais. Et j'espère que ce moment-là arrivera. J'espère que les Camerounais qui nous écoutent, qui sont des hommes puissants, parce qu'ils sont dans la politique, parce qu'ils sont dans le monde des affaires, parce qu'ils sont dans les médias, j'espère qu'ils auront un autre regard sur la population camerounaise, qu'ils auront un autre regard sur leur fonction, sur le rôle qu'ils ont au sein de la société camerounaise, et qu'ils comprendront qu'il y a des injustices qui ne peuvent plus perdurer. Alors j'ai envie de dire à tous ces jeunes-là, ne perdez jamais espoir. Quelle que soit votre sensibilité politique, ne laissez personne vous dire « Ah mais toi, tu appartiens à tel courant politique, t'es pas quelqu'un de bien ». Non, quelle que soit votre sensibilité politique, n'oubliez jamais que l'avenir du Cameroun, c'est vous qui l'avez entre vos mains. Merci beaucoup, Claudie. Merci beaucoup, merci mon frère, merci Clétis, merci sénateur. Sorti avec Brûlant et Violent, le clip de Claudicien.